C'est le début de la rencontre Trump-Poutine en Alaska. On a vu les deux hommes débarquer de leur avion, la poignée de main, puis ensuite ils sont partis dans une grosse Cadillac noire vers une rencontre qui, selon certains, pourrait durer de nombreuses heures, Luc La Liberté. Ouais. Il n'y a pas grand-chose à dire à ce stade-ci, mais peut-être un peu nous rappeler le contexte là, dans lequel tout ça a lieu. Ben écoute, c'est pas rien. Vladimir Poutine, c'est déjà un peu, c'était hors du protocole attendu. Donc, Vladimir Poutine est embarqué à bord cette fameuse Cadillac noire, c'est The Beast. Donc, il ne devait pas, semble-t-il, monter avec Donald Trump, être seul avec Donald Trump pendant une dizaine de minutes. Donc, écoute, est-ce qu'il y a matière à être choqué ou à complot dans cette nouvelle information? Sinon, effectivement, il a filtré peu de choses. Sinon, que la Maison-Blanche a dit, c'est la dernière fois qu'ils se rencontrent tous les deux. Donc, la prochaine rencontre devrait être plus large, c'est-à-dire qu'il y aura plus de gens Hmm. avec Donald Trump. On parle bien sûr de Marco Rubio et de Witkoff, les deux conseillers là-dedans, dont Rubio qui est le secrétaire d'État. Les deux en qui Donald Trump semble avoir confiance pour mener ce dossier-là. Puis, de l'autre côté, donc, ben, ça veut dire que Volodymyr Zelensky devrait être là la prochaine fois et qui sait peut-être d'autres partenaires. Moi, je pense entre autres à des gens qui pourraient représenter l'Europe ou l'OTAN, on Ouais. verra. Mais au moins, en tout cas, on le ferait à trois parties. Ce qui est en jeu, bien sûr, c'est de quoi peuvent-ils discuter? Parce qu'on en avait parlé un peu des enjeux, hein, c'est Donald Trump ne peut pas revenir de là les mains vides. Donc, le président américain a une pente à remonter dans les sondages, mais aussi en termes de crédibilité. Même sur cette question-là, précisément, les Américains n'ont pas confiance majoritairement dans ce que le président américain peut réussir à obtenir. Donc, idéalement, il va obtenir quelque chose pour ne pas perdre la face ou pour ne pas Ouais. venir entretenir cette impression qu'il cède toujours devant Vladimir Poutine. Moi, ce que je pense que Vladimir Poutine va faire aujourd'hui, mais écoute, on verra après, peut-être qu'il va filtrer quelque chose, ce sont des négociations sur voici quelle portion de territoire de l'Ukraine que je souhaite avoir et voici sur ces territoires ce que nous pourrions nous partager. C'est un coup de dé. En même temps, c'est pas tiré par les cheveux tant que ça. Donald Trump voulait s'entendre avec Zelensky sur ce qu'on allait exploiter du territoire ukrainien. C'était, aux yeux de Donald Trump, une façon de rembourser l'effort américain pour soutenir l'Ukraine. De l'autre côté, Zelensky ne veut pas revenir à ce qu'il contrôlait, lui, déjà à partir du moment où il est entré en Crimée. Il y avait des châteaux forts aussi dans le Hmm. Donbass. Et il semble que ce sur quoi on s'entend pas, puis là on parle de l'Ukraine et de la Russie, c'est si jamais on cède quelque chose, et on va céder quelque chose s'il est pour y avoir une paix éventuellement Ouais. ou un cessez-le-feu durable, c'est jusqu'où vers l'intérieur des terres à partir du Donbass, donc jusqu'où on va fixer la limite des concessions ukrainiennes. Je comprends. Et donc là, pour l'instant, comme on disait, il faut que Donald Trump revienne avec quelque chose. La crainte, évidemment, c'est qu'il revienne avec quelque chose que Vladimir Poutine lui offre ou lui concède, puis que demain, tout ça soit que du Poutine, là, en fait, c'est-à-dire que ce soit une espèce de fausse promesse. Puis je veux dire, c'est un peu le cycle de la vie là, depuis 3 ans. Poutine s'engage à faire des choses, il fait exactement l'inverse. Il dit qu'il va faire quelque chose, il fait exactement l'inverse. Je veux dire, on sent que c'est comme il mène ses ennemis et notamment le président américain un peu par le bout du nez là, dans toute cette affaire-là. Mettons ça, Ouais. Mettons ça en perspective un peu, Francis. Essaie d'imaginer, bien sûr, Zelensky, mais essaie d'imaginer les partenaires européens et ceux qui commencent à être écorchés au passage, comme l'Inde, par exemple. Mhm. C'est eux qu'on a menacé de sanctions du côté américain il n'y a pas longtemps. Tu négocies avec Vladimir Poutine et avec Donald Trump. Est-ce que la parole des deux hommes vaut quelque chose? Est-ce qu'un engagement de Donald Trump et de Vladimir Poutine, tu peux te fier à ça? C'est dire à quel point ça devient instable. On peut parler d'un nouvel ordre mondial, on peut parler de rebrasser des cartes, de revoir des donnes, mais tout ça se fait dans un contexte où on a énormément de difficultés à établir des liens de confiance. Donc, tu fais bien, tu précises, il y a Vladimir Poutine, mais le président américain, de l'autre côté, en serait pas à une négation de parole près. Puis nous, comme Canadiens, avec entre autres les fameux tarifs, on est assez bien placés pour dire que
Ouais. Ce qu'il a dit une année ou une semaine, c'est pas Donc nécessairement finalement, à ça qu'on doit ni s'attendre. l'un ni l'autre n'a une parole qui a beaucoup de valeur. Donc, ça se demander pourquoi cette rencontre a lieu. En fait, je veux dire, deux menteurs qui s'assoient pendant 5 heures, et ils vont dire chacun ce que l'autre veut entendre. Ils vont repartir, ils vont faire exactement à leur tête. Je Mais charrie un peu, non, mais c'est intéressant la durée en passant. C'est pas banal, là. On a annoncé que ça pouvait potentiellement s'étirer sur 5 à 6 heures de rencontre. Hmm. C'est plutôt rare que Vladimir Poutine fait ça. C'est plutôt rare aussi que Donald Trump participe à des rencontres qui sont aussi longues que ça. Il faut rappeler qu'on travaille avec des équipes réduites. Donc, on va probablement aller au cœur de ce qu'on souhaite négocier s'il y a quelque chose à négocier entre la position américaine et la position russe. Hmm. Sinon, on revient peut-être à la politique américaine intérieure. Luc, Ouais. bon, la ville de Washington, là, qui est presque sous tutelle, là, on pourrait dire, là, Ouais. sous assaut là, de la garde nationale, a intenté une poursuite contre l'administration Trump. Voilà, donc, une fois de plus, sur le fond, je trouve toujours ça terrible pour la politique intérieure américaine puis pour les partis impliqués. En même temps, pour moi, comme prof ou comme commentateur, c'est absolument fascinant. C'est qu'une fois de plus, Donald Trump va nous forcer à aller voir ce qui est écrit sur le papier, ce qui est écrit dans la loi et jusqu'où il peut aller dans ce qu'on pensait finalement être un territoire juridique auquel il ne toucherait pas. On l'a expliqué déjà, Washington, c'est un statut particulier, c'est géré à part, ça relève du Congrès, ce n'est pas un État. C'est géré à partir depuis 1973 par ce qu'on appelle le Home Rule Act, et c'est de ça dont on va parler devant les tribunaux. C'est le procureur général de la ville de Washington et la mairesse qui ont dit, là, vous venez de faire quelque chose, on a envoyé la garde nationale, vous avez parlé de l'armée, vous avez même parlé d'outrepasser le Congrès puis d'être à Washington pour plus qu'un mois avec la garde nationale. Mais là, vous venez en urgence avec la procureure générale des États-Unis de nommer une espèce de chef de police intérimaire, quelqu'un qui va avoir plus de pouvoir que le chef de police de Washington. Et Hmm. c'est sur ce point qu'on a décidé d'attaquer. Et on a dit dans un premier temps, on ne se soumet pas. Et deux, on se reverra devant le juge, finalement, pour utiliser une formule populaire. Mais c'est énorme. C'est le genre de choses qu'on ne voit pas, auxquelles personnellement, je ne pensais pas assister. Que dans le cas où il y aurait eu des débordements à Washington et qu'il y ait eu vraiment une hausse de crimes, qu'on fasse débarquer la garde nationale, ça, à la limite, on pouvait comprendre. Cette intervention-là s'appuie sur une exagération des faits, puis dans certains cas, sur des mensonges. Et là, on est vraiment, encore une fois, à la limite de la loi. Donc, est-ce que les tribunaux, une fois de plus, vont venir dire à Donald Trump, parce que ça fait souvent en 6 mois, là, 7 mois presque, Ouais. donc, est-ce qu'on va dire, vous n'avez pas le droit de faire ça? Et ce qui m'intéresse encore plus, une fois que le tribunal s'est prononcé, si jamais ce n'est pas favorable au président américain, est-ce qu'il va respecter ce qu'on lui demande devant les tribunaux? Parce qu'il a déjà défié des décisions des tribunaux dans les 7 derniers mois. Et moi, je pense que c'est ça le fond de la question. Donc, on a toujours les mêmes noms qui reviennent, on a toujours le même acteur principal, mais retenez qu'on parle des institutions. Enlevons des noms. Parlons de l'exécutif, du législatif et du judiciaire. C'est l'exécutif là, qui brasse la cage et qui cherche à aller plus de pouvoir que et ça c'est personnel, ce que je crois qu'il est en droit d'avoir. Très intéressant, Luc, évidemment, comme toujours. Merci à toi, puis on se retrouve lundi sans faute pour de nouvelles aventures trumpiennes ou américaines, du Trumpienne. moins. Un bon Merci. week-end à toute l'équipe et à toi. Bye.